Je suis allé faire une surprise à mon fils, Jordan, pour son premier jour chez Sterling Hôtellerie. Je m'attendais à le voir en salle de réunion, son MBA à l'appui. Au lieu de cela, je l'ai trouvé à genoux dans un bureau, cirant des chaussures en cuir italien, sous les rires d'hommes mûrs. C'est tout ce à quoi cet idiot est bon, a raillé son beau-père, Victor Hartley, appuyant sa chaussure polie sur le genou de Jordan. 42 ans de labeur dans le bâtiment, chaque euro économisé, chaque sacrifice, tout semblait dérisoire dans cette pièce. Je n'ai rien dit. Je suis sorti et j'ai passé un appel. 10 jours plus tard, Victor Hartley se battait pour garder sa place à cette même table. À 6 heures du matin, j'étais déjà debout. 42 ans dans le bâtiment avaient entraîné mon corps à s'éveiller avant l'aube. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout celles forgées sur les chantiers de Nantes. Devant la cuisinière, notre poêle en fonte chauffait. L'odeur du café emplissait notre petite maison de plain-pied, dans le nord-est de Nantes, que j'avais achetée en 96 et remboursée en 15 ans. La cuisine, simple avec ses vieux comptoirs et les placards que j'avais installés, était notre chez nous. Sur la cheminée du salon, visible de là, la photo de Suzanne, ma femme, la mère de Jordan, partie il y a 19 ans. Ce matin, j'ai eu l'élan de lui parler avant de me souvenir de son absence. Je cassais 3 œufs et le bacon, épais et préféré de Jordan, grésillait dans l'autre poêle. J'avais acheté le meilleur hier, car aujourd'hui était un jour important. Son premier jour chez Sterling Hôtellerie, travaillant pour son beau-père. Ce dernier point me pesait. Il y a 2 ans, quand Jordan a épousé Caroline Hartley, j'étais heureux. Elle était belle, instruite, issue d'une famille aisée. Son père, Victor Hartley, possédait Sterling Hôtellerie, un des plus grands groupes hôteliers et de restauration de luxe du sud de la France. Victor avait offert à Jordan un poste prometteur, un vrai avenir. Tout semblait parfait. Alors, pourquoi ce mauvais pressentiment? J'ai entendu les pas de Jordan dans l'escalier. Il apparut dans la cuisine, en costume bleu marine, un cadeau de Caroline valant plus que mon salaire hebdomadaire. La cravate de soie, les chaussures polies à la perfection. Mon fils ressemblait à un homme de conseil d'administration, pas à quelqu'un de notre cuisine usée. Bonjour, papa. Sa voix trahissait la nervosité habituelle des premiers jours. École, entretien, même son mariage. Un café? Non, merci, je suis déjà nerveux. Je lui ai servi les œufs et le bacon, posant l'assiette à sa place habituelle, la chaise où il s'asseyait depuis ses 8 ans. Mange, tu ne peux pas commencer chez les Hartley le ventre vide. Il s'est assis, tripotant sa cravate. Caroline dit que son père est content de m'avoir dans l'équipe. Une vraie opportunité d'apprendre le métier de A à Z. C'est bien. J'ai versé mon café et me suis appuyé contre le comptoir. Travailler en famille peut être compliqué parfois. Jordan leva les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut juste dire que tu devras peut-être travailler 2 fois plus dur. Prouver que tu l'as mérité par tes propres moyens, pas seulement parce que tu es le mari de la fille du patron. Je sais, papa, je suis prêt. Mais le doute scintillait dans ses yeux. Malgré son MBA avec mention, major de sa promotion, il semblait toujours craindre de ne pas être à sa place. Tu as gagné ce poste, ai-je dit fermement. Ne laisse personne, de la famille ou non, te dire le contraire. Il a hoché la tête et est retourné à son petit déjeuner. Ta mère aurait été fière, dis-je doucement. Te voir dans ce costume, démarrer ta carrière. Il déglutit. J'aurais aimé qu'elle soit là, au mariage, aujourd'hui, partout. Elle l'était, elle l'est. J'ai tapé ma poitrine. Ici. Elle voit tout. Nous avons mangé en silence. Depuis le décès brutal de Suzanne, emportée par le cancer quand Jordan avait 12 ans, il n'y avait eu que nous. J'avais enchaîné les quarts doubles pour lui assurer les meilleures écoles. Son travail acharné portait ses fruits. Jordan a saisi sa mallette, cadeau des Hartley, et m'a remercié pour mes sacrifices. C'est ce que font les pères, lui ai-je dit, lui serrant l'épaule. File, avant que Victor ne te croie en retard. Son sourire a chassé sa nervosité. Il est monté dans sa Honda qu'il avait tenu à acheter lui-même malgré la fortune de sa femme, mon fils. Je l'ai regardé partir dans le froid du matin de mars. J'aurais dû rentrer. Je suis resté là, les mains dans les poches,
fixant la rue vide. Le poids, dans ma poitrine, réveillé avant l'aube, persistait. Quelque chose n'allait pas. Mes années sur les chantiers m'avaient appris à faire confiance à mon intuition, ce pressentiment d'accident. Jordan était brillant, avec son MBA et ses compétences. Victor était son beau-père. Alors pourquoi l'impression qu'il s'engageait dans quelque chose pour lequel il n'était pas prêt? J'ai tenté de me secouer, mais à 11 heures, mon café était froid, mon esprit ailleurs. L'inquiétude s'intensifiait. Je ne pouvais plus l'ignorer. Hésiter à l'appeler? Il avait 31 ans, marié. Il commençait sa carrière. Il n'avait pas besoin de moi. Devant la photo de Suzanne, j'ai murmuré « Tu aurais su quoi faire. Suis ton intuition », m'a-t-elle semblé répondre. « Tu ne t'es jamais trompé avec notre fils. » J'ai pris ma décision. J'irai à Sterling Hôtellerie, apaiser ce sentiment que je ne pouvais nommer, profondément faux. J'ai attrapé les clés de mon pick-up. Au centre-ville de Nantes, le nœud dans mon estomac s'est resserré. Mon vieux Ford F-150, cabossé, juré entre Mercedes et Lexus. Le siège de Sterling Hôtellerie, une tour de 20 étages de chrome et de verre, criait l'argent. Un endroit où les gars comme moi n'entraient que par la porte de service. « Qu'est-ce que tu fais, vieux ?»« Jordan a 31 ans, me suis-je dit. Le pressentiment persistait. Je suis sorti. Les portes automatiques ont révélé un hall d'une froideur et d'un luxe ostentatoire. Marbre, œuvre d'art incompréhensible. À l'accueil, une jeune femme blonde. Son sourire professionnel s'est figé quand j'ai demandé Jordan, mon fils. Pitié ou peur a traversé son visage, ses yeux glissant furtivement vers les ascenseurs. « Monsieur Garnier, je vais vérifier ?» Mais j'étais déjà en route. « Monsieur, attendez, s'il vous plaît. » Je n'ai pas attendu. La montée au 3e étage, bercée par une musique d'ambiance, m'a semblé interminable. Les portes se sont ouvertes sur la suite exécutive, un espace luxueux avec moquette épaisse et baies vitrées sur la ville. Un couloir s'étendait. Je suivais les panneaux. Des rires masculins moqueurs ont éclaté d'une porte entr'ouverte. Mon sang s'est glacé. J'ai poussé la porte et me suis arrêté net. Jordan était à genoux au milieu d'un immense bureau. Devant le grand bureau en acajou et les fenêtres sur Nantes, mon fils, avec son MBA et ses diplômes, était là, sur cette moquette onéreuse. Victor Hartley, avachi dans son fauteuil de direction, avait posé un pied sur le genou de Jordan, qui tenait un chiffon jaune, astiquant le cuir des chaussures de Victor. « Tu as oublié un endroit » cracha Victor avec mépris. « Où es-tu aussi aveugle qu'inutile ?» 2 hommes en costume, Charles Warren et Kevin Bradley, observèrent la scène, souriant. Ils riaient. « Il pourrait finir par nettoyer les toilettes » ajouta l'un. Les mains de Jordan tremblaient, son visage rouge de honte a croisé mon regard. J'ai vu mon fils se briser. Ses yeux criaient son impuissance. « Père, s'il te plaît, ne rends pas les choses pires. Pars !» Mon corps entier brûlait de relever Jordan et de jeter Victor Hartley par la fenêtre. Mes mains, habituées à bâtir, savaient aussi frapper. Mais le regard suppliant de Jordan, sa peur sous la honte, m'a figé. Il me suppliait de ne pas aggraver les choses. J'ai forcé mes mains à se détendre, ma respiration à se calmer. « Puis-je vous aider ?» La voix de Victor a percé le silence, son pied toujours sur le genou de mon fils. J'ai regardé cet homme de 52 ans aux cheveux argentés, en costume coûteux. Le genre qui n'avait jamais fait de vrai travail, pensant que l'argent lui donnait le droit de traiter les gens comme des objets. « Je suis le père de Jordan ?» Son expression a viré de la surprise à un amusement cruel. « Ah, le père, votre fils apprend le métier depuis la base. Littéralement. » Charles et Kevin ont ri. « Allons, Jordan, montrez à votre père ce que vous avez appris votre premier jour. Faites briller ses chaussures. » J'ai regardé mon fils, le chiffon jaune dans ses mains tremblantes. Il ne pouvait plus soutenir mon regard. « Nous parlerons plus tard, mon fils, » ai-je dit, ma voix plus calme que mes pensées. Puis j'ai fixé Victor. « Vous et moi parlerons aussi, monsieur Hartley. » Il a agité une main dédaigneuse. « Je suis un homme occupé, le père. » « Vous prendrez le temps. » Mon ton a fait vaciller son sourire. Je me suis retourné et suis parti jusqu'à mon pick-up. Assis au volant, les mains si serrées que mes phalanges blanchissaient. L'image me hantait.
Jordan à genoux, le pied de Victor, le chiffon jaune, les rires. Mon fils. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. Grégory, c'est le père. J'ai besoin de ton aide. Ma voix était à présent froide et ferme. Je suis rentré en silence. La maison était sombre, le pick-up de Jordan absent. Son message disait qu'il restait chez Caroline. Je n'ai pas dîné, regardant les photos de Suzanne et de Jordan. 42 ans de travail pour lui offrir une vie digne. Et maintenant, un homme riche l'humiliait. Quel père laisserait ça impuni? Pas moi. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, décidé à agir. À 6 heures, Grégory m'appela. Au café millénaire, il m'annonça que Victor Hartley coulait sous 18,5 millions de dettes et que 11,2 millions permettraient d'en prendre le contrôle. C'était toute ma retraite. Ne fais pas ça, murmura-t-il. Je lui montrai la photo de Jordan. Combien vaut sa dignité? Il comprit. Nous nous mîmes au travail. Je passais l'après-midi à vendre tout. Mes biens locatifs, mon portefeuille, puis mon fonds de retraite malgré les pénalités. Mercredi matin, les fonds étaient réunis. 4,1 millions des propriétés, 3,8 des investissements, 3,3 de la retraite. Grégory combla le manque par un prêt hypothéquant ma maison. Il créa un groupe d'investissement anonyme et trouva 3 hommes pour le représenter. Si l'argent semblait réel, Victor ne fouillerait pas. Le soir, Jordan appela, épuisé. Chaque jour était pareil. Je ne pouvais rien lui dire. « Tiens bon encore un peu », insistai-je. Après avoir raccroché, je signai le prêt sur ma maison. Plus de retour en arrière. Les jours suivants, ces appels racontèrent les humiliations. Cirer des chaussures devant des clients, nettoyer, servir aux réunions. Une seule personne, Henry Tucker, lui montra de la gentillesse. Je notais son nom. Pendant ce temps, je finalisais l'offre et la société écran. Vendredi soir, Jordan m'annonça que Caroline disait que l'épreuve touchait à sa fin et qu'un vrai poste l'attendait. J'entendis l'espoir dans sa voix. Je savais qu'elle mentait pour le garder docile, mais je devais me taire. « Tu y es presque », lui dis-je doucement. Je regardais les papiers étalés sur mon bureau. L'offre d'acquisition rédigée par Grégory, le calendrier qui placerait Brian, Timothy et Roger devant le conseil de Victor en moins d'une semaine. Je savais que Caroline mentait. Ce n'était pas une phase probatoire, mais Victor qui brisait Jordan par pur plaisir, sa société sombrant dans les dettes. Caroline était sa complice, le maintenant docile avec de fausses promesses. Je ne pouvais pas le lui dire, pas encore. Si Jordan confrontait Caroline ou Victor, s'il laissait transparaître qu'il savait quelque chose, il se refermerait, rendant l'acquisition impossible. Je devais donc le laisser souffrir encore un peu. « Tiens bon, mon fils, » dis-je doucement. « Tu y es presque. »« Ah, merci le père. Je savais que tu comprendrais. » Après qu'il eut raccroché, je restai longtemps assis dans l'obscurité de mon bureau. Chaque appel était un coup de couteau, chaque histoire d'humiliation une nouvelle entaille. Mais je devais le laisser faire. Je devais laisser Jordan croire aux mensonges de Caroline, tandis que je montais le piège qui mettrait fin à tout. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais la seule voie. Le samedi matin, je me rendis au cabinet de Peter Donovan, un dossier rempli d'extraits de comptes et de titres de propriété à la main. Son bureau, au 3e étage d'un immeuble moderne du centre-ville, sentait le café frais. Il se leva et me serra la main. « Pile à l'heure, » dit-il. Nous avons passé 2 heures à examiner les documents d'acquisition. Le groupe d'investissement semblait légitime, l'offre simple. 11,2 millions d'euros pour 65% de Sterling Hôtellerie, à condition que Victor Hartley se retire du contrôle opérationnel. « C'est solide, » a dit Peter en refermant le dossier. Juridiquement, aucune faille. Une fois les fonds virés et l'accord du conseil obtenu, Victor perdra le contrôle. Je me suis adossé, sentant une once de confiance. Quand pouvons-nous agir? L'argent doit d'abord être transféré. Lundi, peut-être mardi. J'ai hoché la tête. Faisons-le. L'après-midi même, l'argent a commencé à arriver. Les ventes de biens et la liquidation du portefeuille d'actions ont été rapides. Eugene Davis a confirmé le retrait des fonds de retraite. Ce soir-là, sur ma table de cuisine, j'ai tout additionné. 4,1 millions des propriétés, 3,8 des investissements,
3,3 de la retraite. Total, 11,2 millions d'euros. 42 ans de ma vie réduits à des chiffres. J'ai autorisé le virement vers le compte du groupe d'investissement. Tout serait en place le lundi matin. Peut-être que ça va vraiment marcher, ai-je murmuré à la cuisine vide. Le silence semblait enfin porteur d'espoir. Le dimanche matin, à 8 heures, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'attendais personne. Par le Judas, j'ai vu un homme en costume sombre, l'air autoritaire. J'ai ouvert. Puis-je vous aider? Il a sorti un badge. Officier Raymond Kemp, unité des crimes financiers de Nantes. Êtes-vous le père? Mon cœur s'est serré. Oui. Puis-je entrer? Je l'ai laissé passer. Il est entré dans mon salon avec une confiance trop calculée. De quoi s'agit-il? Demandai-je. Il fixa la photo de Suzanne. Nous surveillons des activités financières inhabituelles sur vos comptes, commença-t-il, mentionnant des ventes d'actifs et des virements multiples. Je fais un investissement, tout est légal, répliquai-je. J'en suis sûr, répondit-il avec un sourire froid. Cependant, nous devons geler certains comptes pour enquête, procédure standard pour de telles transactions. Pour quel motif? Protocole anti-blanchiment. Une somme pareille déplacée si vite nécessite vérification. C'est la loi. J'affirmais ne pas blanchir d'argent, mais son sourire impassible me glaçait. Tant que nous n'avons pas terminé notre examen, ces fonds restent bloqués. Cela ne devrait prendre que quelques semaines. Quelques semaines? Mon plan s'effondrait. Mes avocats s'en occuperont, dis-je. Ils recevront les documents lundi. Voici une copie de l'ordonnance de gel. Votre avocat peut la contester, mais cela prend du temps. Nos doigts s'effleurèrent, et je vis la satisfaction froide dans ses yeux, le même sourire que Victor Hartley affichait quand Jordan était à genoux. Kemp partit, l'ordonnance à la main, j'appelai Grégory. Victor est au courant, lui dis-je. Quelqu'un a parlé. Il utilise la police pour me bloquer. L'unité des crimes financiers de Nantes vient de geler mes comptes. Grégory, silencieux un instant, demanda « Comment est-ce possible? Nous avons été si prudents. » Je ne sais pas, mais trouve qui a parlé. J'appelai Peter Donovan. Nous avons un problème. La police vient de geler mes comptes pour enquête de blanchiment d'argent. C'est absurde, mais légal. Je peux contester, mais ça prendra des jours, peut-être une semaine. Le plan s'effondrait. Quelque part, Victor Hartley devait rire. Faites ce que vous pouvez, et vite, dis-je. L'ordonnance de gel était légalement correcte, mais c'était une démonstration de force. Victor prouvait sa portée inattendue, mais aussi sa peur. Il avait frappé le premier, ce qui signifiait que j'étais proche. À 14 heures, le dimanche, j'étais de nouveau au bureau de Peter Donovan. Il confirma que contester le gel prendrait des semaines. « Je n'ai pas des semaines, insistai-je. Les banques vont saisir Sterling Hotellerie dans 90 jours. Peter rappela que la loi avait son propre rythme. Ma vie s'écroulait pendant que le monde continuait. Faites au plus vite, dis-je. Je ferai mon possible, répondit-il. Je partis sans solution. Victor avait gagné du temps, me forçant à la défensive. Alors que je rentrais, mon téléphone sonna à 16 heures. Jordan? Je décrochai. Papa? Sa voix était brisée. Je garai la voiture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te dire. Il prit une inspiration difficile. Cet après-midi, j'étais en télétravail. Caroline était au téléphone dans la pièce d'à côté. Elle ne savait pas que je pouvais l'entendre. Elle a dit qu'elle n'était pas enceinte, papa. Elle m'a menti pour que je reste, pour m'empêcher de démissionner. Le monde s'est figé. Elle n'a jamais été enceinte. C'était la seule raison pour laquelle je continuais à y retourner. Je croyais qu'on construisait quelque chose pour notre enfant. Sa voix se brisa. Je serrai le volant. Je l'ai confrontée après l'appel, poursuivit-il, un rire amer. Elle n'a même pas essayé de nier. Elle a dit que je l'avais embarrassée, qu'elle n'avait jamais voulu m'épouser, que son père avait tout arrangé. Elle avait juste besoin que je reste assez longtemps pour prouver que j'étais inférieur à eux. J'ai fermé les yeux. Je suis désolé, mon fils. Elle a dit que j'aurais dû démissionner il y a des semaines, que Victor savait que je craquerais. Il voulait juste montrer à tout le monde mon inutilité. Chaque muscle de mon corps voulait foncer sur cette maison. Mais pas comme ça. Pas encore. « Où es-tu maintenant » demandai-je.
Encore à la maison, Caroline est partie. Fais ta valise. Rentre à la maison, Jordan. Tout de suite. Après un long silence, il dit « D'accord ». 1 heure plus tard, Jordan est entré, un sac de sport à la main. Son visage creux, ses yeux rouges, son costume froissé. Il a simplement dit « Salut ». Nous nous sommes installés à la cuisine. J'ai fait du café. Il a tenu sa tasse sans boire. « Ça va ?» ai-je demandé. « Non, mais ça ira », a-t-il répondu. « Tu n'as plus jamais à retourner là-bas. » Je sais. Le silence, dans les bruits familiers de la maison, était un refuge. Jordan a levé la tête. Ses yeux, encore blessés, montraient une nouvelle détermination. « Papa, je ne veux plus être une victime. » J'ai posé ma tasse. « Tu n'es pas une victime. » Je l'ai été pendant 9 jours. Je les ai laissés me briser, Victor m'humilier, Caroline me mentir. C'est fini. Papa, a-t-il repris, la voix ferme. Je sais que tu prépares quelque chose. Tu as été trop calme, trop silencieux. Tu me disais de tenir, mais ce n'était pas seulement du soutien. Tu gagnais du temps. Je n'ai rien dit. Dis-moi, a-t-il insisté. Ce que tu fais. Laisse-moi t'aider. Je l'ai regardé. 9 jours plus tôt, il avait quitté cette maison plein d'espoir. Maintenant, le cœur brisé, mais sous la douleur, mon fils était prêt à se battre. D'accord, ai-je dit. Je vais tout te dire. Mon instinct me dictait de le protéger, Victor étant dangereux. Tu es déjà trop impliqué? Trop? A-t-il rétorqué, la voix ferme. Papa, il m'a détruit, humilié 9 jours. Sa fille m'a menti. Que pourrait-il faire de plus? Sa détermination m'a convaincu. J'ai posé mon ordinateur sur la table entre nous et j'ai commencé. Sterling Hôtellerie est en train de couler. 18,5 millions d'euros de dettes, 4 projets ratés. Victor vit au-dessus de ses moyens. Les banques vont saisir dans moins de 90 jours. Jordan écoutait attentivement. J'ai tout liquidé. Mes biens locatifs, mes investissements, ma retraite, 42 ans d'économie. J'ai affiché le tableau. 11 200 000 euros. C'est ce qu'il a fallu pour acheter 65% de Sterling Hôtellerie. Ses yeux se sont écarquillés. Tu achètes la société de Victor? J'ai créé une société écran, le groupe d'investissement du sud de la France. 3 hommes, qui me doivent des faveurs, feront une offre irréfutable à Victor. Il ne saura pas que je suis derrière avant qu'il ne soit trop tard. Jordan me fixait. Tu as tout misé pour moi. Pour la justice et parce que tu mérites un travail respecté. Sa voix s'est étranglée. Papa, mais il y a un problème. J'ai refermé l'ordinateur. Un officier, Raymond Kemp, a gelé mes comptes. Victor l'utilise pour me bloquer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mon avocat se bat, mais le temps nous manque. Jordan s'est penché. Laisse-moi t'aider. C'est risqué. Victor sait déjà que tu es son ennemi, papa. Il a envoyé un flic. Laisse-moi être utile. 24 heures plus tôt, il était brisé. Maintenant, il voulait se battre. D'accord, ai-je dit. Trouvons une solution. Jordan a attiré l'ordinateur. Cet officier Kemp, il y a quelque chose d'étrange. Laisse-moi fouiller son passé. À quoi penses-tu? Si Victor l'utilise, il doit y avoir un levier, une dette. Il a ouvert un navigateur, cherchant registre public, documents judiciaires, privilèges. Je l'ai observé travailler. 1 heure a passé, j'ai refait du café. Jordan n'a presque pas levé les yeux. Puis il s'est arrêté. « Papa, regarde ça !» Il a tourné l'écran. Jugement de cour, multiples privilèges, dettes de jeu. Kemp est sous une montagne de dettes, a dit Jordan. Plus de 200 000 euros de jugement de casino remontant à 5 ans. Je me suis penché. Ces documents publics, Victor les avait trouvés. C'est son levier. Victor paie les dettes de Kemp. C'est comme ça qu'il a gelé tes comptes. J'ai fixé l'écran. On peut utiliser ça? Comment? Je ne sais pas encore, mais c'est une vulnérabilité. Mon téléphone vibra. Grégory. 21 minutes après mon appel, il arriva. Jordan lui montra ses découvertes. Grégory, après lecture, admit. Pas encore une preuve, mais une piste. Peux-tu suivre l'argent? Demandai-je. S'il y a eu des paiements aux créanciers de Kemp,
On trouvera la trace, même via des comptes écrans. Jordan acquiesça. Grégory remarqua: ton fils est vif. Je sais. Nous élaborâmes une stratégie pendant 3 heures. Grégory tracerait les liens financiers entre Victor et les créanciers de Kemp. Jordan poursuivrait ses recherches et je ferais pression sur Peter Donovan pour le gel des comptes. C'était un début. Après le départ de Grégory, bien après minuit, Jordan et moi restâmes à la cuisine. Ses yeux, clairs et déterminés, n'étaient plus vides. Nous allons gagner, papa. Ensemble. Pour la première fois depuis des jours, je le croyais. Le lundi matin, Jordan et moi, le nez plongé dans l'ordinateur et les documents, établissions la chronologie des dettes de jeu de l'officier Kemp et du gel de mes comptes, cherchant les liens financiers avec Victor Hartley. Ça a commencé là, dit Jordan, pointant un jugement vieux de 3 ans, 60 000 € de dettes de casino. L'ordre de gel, arrivé dimanche matin, moins d'une semaine après que j'ai commencé à déplacer des fonds, était trop rapide pour être une coïncidence. Mon téléphone sonna. Grégory. Sa voix grave exigeait une rencontre en personne. Une demi-heure plus tard, son visage confirmait que quelque chose n'allait pas. « C'est Malcolm Pierce », annonça-t-il dans mon salon. Mon cœur se serra. Malcolm, le consultant que j'avais engagé 3 semaines plus tôt pour évaluer Sterling Hôtellerie, professionnel, coûteux, discret, du moins c'est ce que je croyais. « Je l'ai surveillé comme demandé », dit Grégory. « Hier, je l'ai vu rencontrer quelqu'un en ville. Impossible de voir qui, mais Malcolm semblait terrifié. Jordan s'enquit de Malcolm. Je lui expliquai qu'il était notre consultant pour Sterling Hôtellerie, connaissait notre intérêt, nos analyses financières et mon plan. « Sûr qu'il avait peur ?» demandai-je. « Oui. » Il regardait sans cesse par-dessus son épaule. Pas un comportement normal pour un déjeuner d'affaires. Assis sur le canapé, je songeais à la confiance accordée à Malcolm, aux informations sensibles. Si Victor l'avait retourné, je dois le tester, décidai-je. 20 minutes plus tard, j'appelai Malcolm, d'une voix décontractée. « Malcolm, c'est moi. Je pensais avancer l'offre à la semaine prochaine. » Après un long silence, il répondit, d'une voix tendue, « La semaine prochaine ? C'est agressif. » J'insistai, évoquant ma confiance dans ses chiffres. Il finit par accepter, demandant une date précise. Je mentionnai mercredi. Pure fiction, bien sûr, mon but étant de voir si l'information remonterait à Victor. J'ai raccroché, regardant Grégory et Jordan. Maintenant, on attend. À 15 heures, Brian Mitchell appela. Quelque chose de bizarre. Un contact chez Sterling Hôtellerie m'a dit que Victor Hartley parlait d'un investisseur qui ferait une offre la semaine prochaine. Mon sang se glaça. La semaine prochaine. Le calendrier exact donné à Malcolm ce matin-là. Malcolm a tout divulgué, dis-je à Grégory. Victor sait, il nous a trahis. Grégory acquiesça. Nous avons un traître. Jordan demanda quoi faire. Ne le confrontons pas encore. Voyons ce qu'il révèle d'autre. Mais la colère montait. J'avais fait confiance à Malcolm, payé cher, partagé des détails cruciaux, et il m'avait vendu. Qui l'a atteint ? Demandai-je à Grégory. Victor, sûrement, par levier, argent, chantage. Il faut le découvrir. À 20 heures, mon téléphone sonna. Malcolm. Sa voix tremblait. Je dois vous parler. On peut se voir demain matin ? J'ai gardé un ton neutre. Bien sûr, Malcolm. Où ? Un café, rue Morrison, 7 heures. J'y serai. Il raccrocha en me remerciant. Posant le téléphone, je regardais Grégory et Jordan rester dîner. « Il va confesser ?» dis-je. « Comment sais-tu ?» demanda Jordan. « Parce qu'il est terrifié, et les gens terrifiés font des erreurs. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Malcolm était au cœur de mon plan. Je lui avais fait confiance, payé, et il m'avait trahi. La question n'était pas s'il m'avait trahi, mais combien il avait révélé à Victor, et s'il me restait une chance de gagner. Le mardi matin, à 6h45, je suis arrivé au café de la rue Morrison. Malcolm Pierce était déjà là, assis à une table dans un coin. Il était méconnaissable, le visage défait. Ses mains tremblaient. Je me suis assis en face de lui, j'ai attendu. Il évitait mon regard. « Philippe,
Je suis tellement désolé. Que s'est-il passé? Ai-je demandé calmement. Il a respiré difficilement. Victor Hartley a découvert que je vous aidais. Il y a 3 semaines, il m'a convoqué, preuves à l'appui d'une liaison passée. Photos, reçus d'hôtel. Personne ne savait. Il m'a menacé de tout envoyer à ma femme, à mon église, à mes associés, si je ne lui disais pas ce que vous prépariez. Je ne pouvais pas perdre mon mariage, ma réputation. Alors vous l'avez nourri d'informations? Il a baissé les yeux. Oui, je lui ai dit que vous étiez intéressé par Sterling Hôtellerie, que vous l'évaluiez et aviez les moyens de faire une offre. Quand? Il y a 3 jours, samedi. Ses yeux étaient humides. Vous m'aviez appelé ce matin-là pour avancer le calendrier. Victor m'avait pressé la veille, j'ai paniqué et je lui ai tout dit. Mon cœur s'est serré. C'était samedi, le jour où j'avais finalisé les documents, avant que Kemp n'apparaisse. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Sa voix s'est faite un murmure. Le prix de rachat de 11,2 millions, le calendrier, la structure de la société Écran, groupe d'investissement du sud de la France, votre stratégie pour acquérir le contrôle et le forcer à partir. Tout. Il a répété, le visage défait. Je suis tellement désolé, Philippe. Hier, il a rappelé pour savoir si vous avanciez le calendrier. C'était un test, ai-je dit doucement. L'information que je vous ai donnée était fausse. Malcolm a pâli. Mon Dieu, je lui ai dit. Après un silence pesant, il a dit « Je vais arranger ça. Je donnerai de fausses informations à Victor. Je vais vous aider. » Je me suis levé. « Vous avez assez fait, Malcolm. Ne me contactez plus. Philippe, s'il vous plaît, je peux réparer ça. » Non, vous ne pouvez pas. Je suis parti, le laissant seul avec son café et sa culpabilité. Dehors, assis dans ma voiture, les mains crispées sur le volant, j'ai appelé Grégory. Malcolm a tout confirmé. Il a tout dit à Victor il y a 3 jours. C'est pour ça que Kemp est venu. Grégory est resté silencieux. Philippe, c'est grave. Victor connaît votre offre, votre calendrier, votre stratégie. Comment gagner maintenant? J'ai fixé le volant. Je ne sais pas, Grégory. Je dois réfléchir. Je vous rappellerai. J'ai raccroché et suis resté là, dans le parking, la situation désespérée. Malcolm avait tout révélé, l'officier Kemp bloquait mes fonds. Ma stratégie était à nu. J'affrontais un homme sans scrupules, doté de ressources et de connexions. La question de Grégory résonnait. Comment gagner? Je n'avais aucune réponse. Alors que j'allais appeler Jordan pour lui dire que tout était fini, j'ai remarqué un appel manqué d'un numéro inconnu. Je le rappellerai plus tard. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un brouillard. La voix de Malcolm résonnant. Tout? Je lui ai tout dit. Jordan m'attendait. Qu'a dit Malcolm? J'ai posé mes clés. Il a tout révélé à Victor. Le prix de rachat, le calendrier, la société Écran. Tout. Quand? Il y a 3 jours, samedi. Le visage de Jordan s'est durci. L'arrivée de Kemp dimanche n'était donc pas un hasard. Victor a eu 24 heures pour tout organiser. Papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'avais pas de réponse. À midi, Grégory est arrivé. Tous les trois à table, devant un café intact, Grégory a dit doucement « Philippe, il est peut-être temps d'arrêter. Vous avez essayé. Il n'y a pas de honte à limiter les pertes. » J'ai regardé les papiers étalés. 42 ans de ma vie, des fonds gelés, une stratégie éventée. Qu'est-ce que je fais? Ai-je murmuré, plus à moi-même. J'ai 67 ans. Je devrais pêcher, jouer aux cartes, pas me battre contre des milliardaires qui possèdent la police et brisent des gens pour le plaisir. J'ai pensé à Jordan, les humiliations passées, la fausse grossesse de Caroline, tout semblait vain. J'avais tout risqué et peut-être tout perdu. Grégory a peut-être raison, murmurai-je. Je ne peux pas gagner. Jordan se leva. Non, papa, tu m'as toujours dit un round de plus. Après maman, mes échecs, Caroline, c'est à ton tour. Sa force me revenait. Il se rassit. Et le message de ce matin? J'avais oublié. Mon téléphone affichait un message de 6h30, d'un numéro inconnu de Nantes. Je l'ai mis sur haut-parleur. Une voix jeune et calme se fit entendre. « Monsieur le père, je suis Daniel Cross. Je peux vous aider à détruire Victor Hartley.
J'ai des preuves, mais j'ai besoin de votre aide pour les rendre publiques. Rendez-vous ce soir, 18 heures, au parc de la Garenne, Banque Nord. Venez seul. Je suis votre dernière chance. Le message raccrocha. Nous fixâmes le téléphone, silencieux. Un piège de Victor, suggéra Grégory. Ou la réalité, répondis-je. Qui était Daniel Cross? Je l'ignorais. Grégory insista sur le danger mortel, mais je savais que je devais y aller. Qu'il en soit ainsi, dis-je en me levant. Je n'abandonne pas. Jordan voulut m'accompagner. Non, dis-je. Le message est clair. Seul. Si c'est un piège, tu restes en sécurité. Si c'est réel, j'ai besoin de toi. Un round de plus. Laisse-moi prendre celui-ci. À 17h45, je me dirigeais vers le parc de la Garenne. Un homme m'attendait au banc nord. L'homme me regarda. Monsieur le père, merci d'être venu. Je m'appelle Daniel Cross. Victor Hartley est mon père. Nous nous assîmes. Daniel Cross, la trentaine, me fixait avec une détermination familière. Victor Hartley est votre père, répétai-je. Expliquez-moi. Daniel expliqua que 36 ans plus tôt, sa mère, Angela Cross, secrétaire chez Sterling Hôtellerie, avait eu une liaison avec Victor et était tombée enceinte. Victor lui avait versé 50 000 € et l'avait forcé à signer un accord de confidentialité. Ma mère m'a élevé seule à Nantes, recevant 2 000 € par mois de Victor pendant 35 ans. L'argent du silence. Je décelais sa douleur. J'ai grandi en sachant que mon père ne voulait pas de moi, dit-il. Ma mère a travaillé sans relâche, espérant qu'il serait un jour prêt, mais ce jour n'est jamais venu. Comment savoir si vous dites la vérité? Demandai-je. Daniel sortit un dossier. Test ADN, acte de naissance et relevé bancaire prouvant 36 ans de paiement de Victor via une société écran. Les preuves étaient irréfutables. Je lui demandai pourquoi il n'avait pas rendu cela public plus tôt. J'ai essayé, répondit-il. L'accord de confidentialité de ma mère était juridiquement contraignant. Les avocats, les médias, la police, personne n'a pu m'aider. Victor est puissant. J'ai appris qu'on ne le combat pas de front. J'attendais le bon moment, et vous êtes la personne qu'il sous-estime, monsieur le père. Comment me connaissez-vous? J'observe Victor depuis 20 ans. Je sais ce qu'il a fait à Jordan, l'humiliation des chaussures. J'ai des sources au sein de Sterling Hôtellerie. Je connais Kemp, Pierce. Victor croit avoir gagné. Mais il y a une chose qu'il ignore que je possède. J'attendis. Sa voix s'adoucit. Il y a 10 ans, ma mère est décédée dans un accident de voiture à Nantes, sur l'autoroute A83. La police a conclu à une défaillance mécanique. Mais je n'ai jamais cru à l'accident. Pourquoi? 3 jours avant sa mort, elle a appelé Victor. Je l'ai entendu. Elle en avait assez de se cacher, des paiements. Elle voulait me dire la vérité, que je rencontre mon père. Victor lui a dit qu'elle le regretterait si elle rendait l'affaire publique. Les mots résonnaient. 3 jours plus tard, continua Daniel, sa voiture a quitté l'autoroute. Je l'observai, cherchant un piège ou un mensonge, mais ne vis qu'un homme rempli de chagrin et de colère. Vous dites que la mort de votre mère n'était pas un accident? Daniel sortit un second dossier, plus épais. J'ai passé 10 ans à enquêter, à engager des détectives privés. Victor a tout orchestré, et je peux le prouver. Il ouvrit le dossier. Voici le rapport de Derek Palmer, un détective privé de Nantes que j'ai engagé il y a 10 ans. Puis, les dossiers du mécanicien, poursuivit Daniel. La voiture de ma mère a été révisée une semaine avant l'accident. Le bon de travail est signé par un certain Monsieur Jackson. Après l'accident, j'ai fait examiner les restes de la voiture par un expert. Son rapport est clair. La conduite de frein montrait des signes de sabotage, des marques de coupe, pas d'usure naturelle. Et regardez ceci. Il sortit un relevé bancaire. 2 jours avant l'accident, 20 000 € ont été transférés d'une société écran de Victor, Cascade Holdings LLC, vers un compte appartenant à Monsieur Jackson. Vous pouvez prouver que Victor possède Cascade Holdings? Oui, la chaîne de propriété remonte à lui. Mon estomac se serra. Les pièces s'assemblaient. Daniel me tendit un affidavit scellé. Jackson y expliquait avoir reçu 20 000 € de Victor Hartley pour saboter un véhicule, ignorant qu'il s'agirait d'un meurtre. Jackson, terrifié, avait fait une déposition sous serment.
Daniel montra des photos de Victor rencontrées une semaine avant l'accident, puis une chronologie détaillée. Appel d'Angela Cross à Victor. Transfert des 20 000 € à Jackson. Révision de la voiture d'Angela. Son décès sur la 83. Et le départ de Jackson pour Lyon. Les preuves étaient accablantes. « C'est lourd », murmurai-je. Daniel m'expliqua avoir contacté la police, mais sans le témoignage public de Jackson, terrifié par Victor, et sans lien direct prouvant l'ordre, il refusait de poursuivre. Il souligna cependant qu'une affaire publique ruinerait Victor, ses partenaires le fuiraient, et ses banques exigeraient le remboursement de ses prêts. Je lui demandai pourquoi il ne rendait pas ces informations publiques lui-même. « Je ne suis personne », répondit-il. « Les avocats de Victor me détruiraient. Mais vous avez un moyen de pression. Vous voulez racheter sa société. Si vous présentez ces preuves au conseil d'administration de Sterling Hôtellerie, ils devront agir. Je veux la justice pour ma mère. Vous voulez la justice pour Jordan? Nous pouvons nous entraider. » Sa sincérité et sa douleur étaient palpables. J'évoquais les connexions de Victor, comme l'officier Kemp. « C'est pourquoi nous devons agir vite », expliqua Daniel. « Une réunion publique du conseil, plusieurs témoins, il ne pourra pas nous réduire tous au silence. » Je pensais à Jordan, à tout ce qui était en jeu. « Si je fais ça, dis-je lentement, je n'achète pas seulement une entreprise. J'accuse un homme d'avoir ôté une vie. » Sa voix était ferme. « D'avoir ôté la vie de ma mère. » Je regardais la rivière, pensant à Jordan, à Angela Cross, à la justice et à la vengeance. Je me tournai vers Daniel. « Si je vous aide, il n'y aura pas de retour en arrière pour nous deux. » Il me regarda droit dans les yeux. « Je suis prêt depuis 10 ans, monsieur Garnier. La question est, l'êtes-vous » J'étendis la main. « Appelez-moi Philippe. » Nous nous serrâmes la main. « Détruisons-le, dis-je. » À 20h, je ramenai Daniel chez moi. Jordan et Gregory nous attendaient. La tension était palpable. « Voici Daniel Cross, dis-je. Il a des informations sur Victor Hartley. » Gregory, sur ses gardes, me demanda comment savoir qu'il ne s'agissait pas d'un piège. Daniel, posant son sac à dos, répondit calmement. « Parce que Victor ignore mon existence. Il m'a effacé il y a 36 ans. » Il sortit le dossier, tendant à Gregory le test ADN, les relevés bancaires, les rapports de détectives privés. Gregory examina tout avec scepticisme. Daniel expliqua qu'il surveillait Victor depuis 20 ans, voyant en ma bataille une opportunité. Jordan s'approcha. « Vous a-t-il fait ce qu'il m'a fait ?» demanda-t-il. Daniel le regarda. « Pire, il a détruit votre confiance. Il a effacé mon existence. » Une reconnaissance silencieuse passa entre eux, deux hommes brisés par la même personne. Jordan s'excusa pour la mère de Daniel et ce que Victor lui avait fait. Gregory, toujours plongé dans les documents, affirma « Si c'est réel, c'est plus grand qu'un rachat d'entreprise. Vous accusez un homme de crimes graves. »« Je sais, » répondis-je, « mais nous ne pouvons plus le laisser détruire des vies. » Après un long moment, Gregory déclara « D'accord, parlons-en. » Nous nous installâmes autour de la table de cuisine. À 4, le père, Jordan, Gregory, Daniel, entourés de papiers et d'ordinateurs, nous commençâmes à planifier. Passé minuit, une stratégie à 5 volets était établie pour le frapper de toutes parts. Le premier volet, expliqua Gregory, consistait à signaler l'agent Kemp aux affaires internes de la police d'État de l'Oregon, évitant Nantes, où Victor avait sûrement des contacts. Les preuves, dettes de jeu, gel suspect de mon compte, comportement récurrent, lanceraient une enquête officielle. Deuxième volet, dit Jordan, tirant mon ordinateur portable. Je compile tout sur Kemp. Registre public, irrégularité financière, pour un dossier complet. Gregory acquiesça. Troisième volet, dis-je après un regard à Daniel. Une nouvelle offre de rachat pour Sterling Hôtellerie. Au même terme, mais avec un supplément. Un résumé des preuves concernant la mère de Daniel pour éclairer le conseil sur la vraie nature de Victor et le démasquage de Malcolm Pierce, l'informateur de Victor. Quatrième volet, ajouta Gregory, Daniel assistera à la réunion du conseil, révélera son identité et présentera les faits. Daniel acquiesça. Ils doivent l'entendre de ma bouche, voir mon visage. Et le cinquième, repris-je, nous agissons vite, demain. Ne laissons pas à Victor le temps de répliquer. Gregory haussa un sourcil.
Demain, c'est agressif. Chaque jour d'attente lui donne l'avantage. Jordan, consultant son téléphone, s'inquiéta. Jour 9, demain, jour 10. Peut-on avoir une réunion si rapidement? Brian Mitchell peut, assurai-je. Un appel urgent ce soir et il organisera une session d'urgence demain après-midi. Grégory frappa du doigt sur la table et la répartition des tâches fut établie. Jordan, tu travailles toute la nuit sur le dossier Kemp. Moi, je contacte la police d'État dès demain matin pour la plainte. Le père, tu appelles tes associés. Et toi, Daniel, revois tes preuves. Prépare-toi à regarder Victor Hartley dans les yeux. Nous travaillâmes toute la nuit, le café nous tenant éveillés. Les documents s'étalaient. Jordan compilait, Grégory notait, Daniel et moi révisions la proposition. Vers 2 heures, je préparais des sandwichs. J'entendis Jordan et Daniel discuter. Des méthodes différentes, disait Daniel, mais une cruauté identique. Il a détruit ta confiance, il a effacé mon existence. Mais nous sommes toujours là, répondit Jordan. Nous lui avons survécu. Oui, et demain, nous ferons en sorte que personne d'autre n'ait à le faire. Grégory me prit à part. Le père, si ça marche, tu es un génie. Si ça échoue, je perds tout et me fais un ennemi puissant. Il est déjà ton ennemi, rétorquai-je en balayant la cuisine du regard. Alors nous ne pouvons pas échouer. À 3 heures, notre plan était prêt. Épuisés mais résolus, nous nous levâmes. Daniel me regarda. Aujourd'hui, nous mettons fin à tout cela. J'acquiesçai. Le jour 10 commençait. La bataille finale était là. Après 2 ou 3 heures de sommeil, à 6 heures, j'étais de retour à la cuisine, préparant café et œufs pour 4 hommes marqués par la nuit. Dernière révision, demanda Grégory. Tout le monde est clair sur son rôle? Nous reprîmes le plan. À 7 heures, nous nous séparâmes. Grégory se rendit à la police d'État de la capitale régionale. À 9h30, il m'appela. Plainte déposée. J'ai tout montré. Dette de jeu de Kemp, gel suspect de ton compte, le schéma. Ils prennent ça au sérieux. C'est une juridiction différente de Nantes. L'enquête est immédiate. Immédiate comment? Ils envoient quelqu'un interroger Kemp cet après-midi. Premier volet accompli. Jordan resta chez moi, compilant le dossier complet sur Kemp. Registre judiciaire, privilèges immobiliers, chronologie des dettes recoupées avec le gel du compte, rendant la corrélation indéniable. À midi, il m'appela. Dossier terminé et envoyé à la police d'État. Ils agissent vite, ont déjà demandé des documents financiers supplémentaires à la police de Nantes. Il avait aussi préparé le dossier sur Malcolm Pierce, prouvant sa trahison et son rôle d'informateur. Les affirmations de Victor sur notre stratégie étaient discréditées. 2 volets étant réglés, j'ai passé la matinée à coordonner. À 8 heures, j'ai appelé Brian Mitchell. Nous agissons aujourd'hui. Réunion d'urgence du conseil à 14 heures. Êtes-vous prêts? Prêt. Timothy et Roger sont avec moi. À 9 heures, j'ai rencontré Peter Donovan. Je lui ai exposé notre plan, qu'il jugea agressif mais légal. Le conseil d'administration de Sterling Hotellerie avait le devoir d'examiner des allégations sérieuses contre son PDG. À 10 heures, les documents de rachat étaient finalisés. 11,2 millions d'euros pour 65% de Sterling Hotellerie. Aux mêmes conditions, mais avec un résumé des preuves de Daniel suffisant pour que le conseil comprenne à qui il avait affaire. Eugene Davis, de la banque, a confirmé que nous avions les fonds nécessaires, malgré le gel de certains comptes par Kemp. À midi, Brian confirma que l'offre et les preuves avaient été remises au conseil. Gerald Chambers m'avait appelé 10 minutes plus tôt, approuvant une réunion d'urgence à 14 heures pour examiner ces graves allégations. Daniel passa la matinée à revoir ses preuves avec moi. Rapport de Derek Palmer, virement, chronologie, photo. Nerveux, les mains tremblantes, il me demanda ce qu'il dirait. La vérité, les faits sans fioriture. Tu as attendu 10 ans pour ça, tu es prêt. Il craignit de se figer. Jordan, Grégory et moi serons là. Tu n'es pas seul, lui ai-je assuré. À midi, nous nous sommes retrouvés chez moi. Le conseil ayant accepté, le rendez-vous était fixé à 14 heures au siège de Sterling Hotellerie. Nous avons enfilé nos costumes. J'ai emprunté la veste de Jordan. Daniel a organisé ses preuves et nous avons révisé nos rôles une dernière fois.
À 12h30, nous sommes partis pour Sterling Hôtellerie. Jordan, Daniel et moi dans mon pick-up, Grégory nous suivant. Brian, Timothy et Roger devaient nous y retrouver. Le trajet silencieux dura 15 minutes, chacun absorbé dans ses pensées. Nous sommes arrivés à 13h45 et nous nous sommes garés. Je levai les yeux vers le gratte-ciel où Jordan avait été humilié 9 jours plus tôt. Jordan le fixait aussi. La dernière fois, tu es sorti par l'arrière avec tes affaires, lui dis-je. Cette fois, tu entres par la porte principale avec moi. Daniel et Grégory nous rejoignirent. Devant les portes vitrées, j'ai demandé « Prêt ?» Jordan serra mon épaule. « Ensemble, papa. » Ce fut le moment de marcher vers l'entrée. À 14h, nous entrâmes dans la salle du conseil exécutif, au 3e étage de Sterling Hôtellerie. Une pièce conçue pour intimider, longue table en acajou, fauteuils en cuir, baies vitrées offrant une vue panoramique sur Nantes. Le genre d'endroit où les empires se font et se défont. Le conseil d'administration était déjà en place. Gerald Chambers, le président, était en bout de table, flanqué d'Albert Griffin, le directeur financier, et de Dorothy Clark, la directrice indépendante. Charles Warren, l'avocat de Victor, semblait mal à l'aise. Kevin Bradley, son partenaire, était bras croisés, et Eleanor Hartley, son épouse et actionnaire majeur, rigide. À l'extrémité opposée, Victor Hartley trônait. Dans son coûteux costume, Victor Hartley trônait, sûr de lui. Brian Mitchell, Timothy Brooks et Roger Bennett entrèrent. Gerald Chambers les accueillit, mentionnant la proposition du groupe d'investissement du sud de la France. Victor les toisa avec un intérêt indulgent, ignorant encore la menace. Puis Jordan et moi entrâmes. Le visage de Victor se décomposa. Surprise, colère, puis un sourire forcé. « Que fait-il ici ?» lança-t-il. Gérald expliqua. « Monsieur le père représente le groupe d'investissement du sud de la France et a soumis une offre de rachat. » Victor éclata de rire. « Absurde, ce n'est qu'un bâtisseur. Et son... » Il regarda Jordan, celui qui n'avait pas réussi ici. Je soutins son regard, puis m'assis calmement. Jordan prit place près de moi, le dos droit, les épaules en arrière, loin de l'homme brisé d'il y a 9 jours. Gerald rappela à l'ordre. « Messieurs, maintenons notre professionnalisme. Monsieur Mitchell, présentez votre proposition. » Brian annonça l'offre du groupe d'investissement du sud de la France. 11,2 millions d'euros pour 65% des parts de Sterling Hôtellerie. Les membres du conseil examinèrent les documents, tandis que Victor se renfrogna. « Nous n'avons pas besoin d'investisseurs externes. Sterling Hôtellerie est stable. » Albert Griffin révéla au conseil la vérité. Sterling Hôtellerie devait 18,5 millions d'euros. 4 projets majeurs avaient échoué. La paie était en retard et le consortium bancaire exigeait un remboursement intégral sous 60 jours, sous peine de saisie. Le visage de Victor devint écarlate. Il prétendit des problèmes de trésorerie temporaire et des contrats majeurs en attente. Dorothy Clark répliqua sèchement. « Quel contrat, Victor ? Je n'ai vu aucune nouvelle proposition en 6 mois. » Victor balbutia des excuses confidentielles. Gerald rappela la responsabilité fiduciaire du conseil. Victor changea de tactique, me désignant. « J'ai fait enquêter sur le père. C'est un petit entrepreneur. Ses 11 millions d'euros, accumulés en 40 ans, sont inaccessibles, ses comptes étant gelés sous enquête. » Je le laissai finir. Calmement, je répondis que le gel était partiellement levé ce matin, la police enquêtant sur l'ordonnance et son émetteur. Mon bluff fit vaciller l'assurance de Victor. Brian Mitchell annonça un point crucial sur l'histoire de l'entreprise et une conduite personnelle nuisible à Sterling. Gerald fronça les sourcils. Timothy Brooks désigna les documents. Tout est détaillé ici. Le conseil lut le résumé de Daniel sur l'affaire Angela Cross. Une liaison vieille de 36 ans, des paiements secrets et sa mort. Eleanor Hartley blanchit de choc. Kevin Bradley interpella Victor, qui nia en bloc, criant à la diffamation. La porte s'ouvrit. Daniel Cross, la trentaine, entra, son regard rivé sur Victor, qui pâlit. « Je m'appelle Daniel Cross. Victor Hartley est mon père, déclara-t-il. Un tumulte éclata.
Victor, choqué et furieux, hurla à l'escroquerie. Daniel détailla la liaison de Victor avec sa mère, Angela Cross, sa secrétaire, il y a 36 ans. Enceinte, elle avait reçu 50 000 € pour disparaître. Daniel produisit un dossier. Test ADN, certificat de naissance et relevé bancaire prouvant 36 ans de paiement mensuel de 2 000 € via une société écran. Kevin Bradley confirma le test ADN. Victor cria au faux et au chantage. Daniel expliqua partager la même douleur avec Garnier. Le choc d'Hélène Lanard vira à la colère. Quand Victor tenta de minimiser l'affaire comme étant « avant leur mariage », elle s'écria « C'est donc vrai ?» et s'éloigna. Daniel ne laissa pas Victor se reprendre. « Il y a 10 ans, ma mère est morte dans un accident de voiture. » La salle se tut. Sa voix contrôlée trahissait une émotion profonde. 3 jours avant sa mort, elle avait appelé Victor, menaçant de révéler son identité. Daniel produisit des documents. 2 jours plus tard, Victor avait transféré 20 000 € au mécanicien Jackson. Le lendemain, Jackson avait révisé la voiture de ma mère. Le jour suivant, les freins avaient lâché sur l'autoroute 26. Elle n'avait pas survécu. Les membres du conseil étaient pétrifiés. L'avocat de Victor le pressa de se taire, mais Victor niait l'accident et l'impossibilité de prouver quoi que ce soit. Daniel rétorqua qu'un détective privé avait découvert le virement de sa société écran à Jackson, l'affidavit de Jackson admettant le sabotage des freins et des photos de Victor le rencontrant. Dorothy Clark murmura « Oh mon Dieu !» Victor persistait dans ses dénégations, accusant un complot. Daniel, la voix vibrante de colère, accusa Victor d'avoir ôté la vie à sa mère, de l'avoir effacée et d'avoir payé pour arrêter sa voiture. Hélène Lanard s'effondra, regardant Victor comme un étranger. Kevin Bradley démissionna immédiatement. Gerald Chambers proposa la suspension immédiate de Victor, motion appuyée par Dorothy Clark. Victor, désespéré, se tourna vers son avocat, Charles Warren, qui lui répondit sèchement « Je suis votre avocat, pas votre complice. Engagez un défenseur pénal. » Je me levai. « Ce n'est plus votre entreprise, déclarai-je. » Le conseil avait le choix. Accepter l'offre de 11,2 millions d'euros d'un groupe d'investissement du sud de la France pour restructurer la dette et sauver 140 emplois, ou voir les banques saisir l'entreprise sous 60 jours. Victor, sans contre-proposition, fut impuissant. Gerald Chambers mit la motion aux voix. Les mains se levèrent, y compris celles de Dorothy, Albert et Gérald. « Monsieur Garnier, Sterling Hôtellerie est à vous », annonça Gérald en me tendant la main. Je la serrai et ajoutai « Mon fils, Jordan, sera le directeur des opérations, avec effet immédiat. » Victor resta sans voix, regardé avec dégoût et trahison par ceux qui l'avaient craint. Hélène Lanard s'était éloignée. Daniel Cross lui faisait face, l'homme qu'il avait tenté d'effacer, étant devenu celui qui l'avait exposé. Jordan serra ma main sous la table. Nous avions gagné. 6 mois s'étaient écoulés. 6 mois depuis l'effondrement de l'empire de Victor Hartley et la justice rendue. Ce dimanche matin, à 8 heures, je retrouvais ma cuisine et ma routine de petit déjeuner. Mais tout était transformé. « Le café est prêt, papa », dit Jordan en posant 2 tasses. Il rayonnait d'une légèreté nouvelle. « Merci, fiston. Emma ne devrait pas tarder. » Un sourire illumina son visage. « Elle est un peu nerveuse de te rencontrer officiellement. » Il avait raison. Notre petit déjeuner dominical, initié par Suzanne, était sacré. Après sa mort, nous l'avions maintenu, même quand Jordan était en difficulté. Je le préparais seul chaque dimanche, espérant son retour. La sonnette retentit. Jordan se précipita, lissant sa chemise. J'entendis son salut chaleureux et le rire d'Emma. Quand ils entrèrent, je compris pourquoi Jordan l'aimait. Emma Richardson, 30 ans, infirmière à Nantes, avait des yeux bienveillants, un sourire sincère, l'exact opposé de Caroline. « Philippe, s'il vous plaît », répondis-je chaleureusement à son « Monsieur Garnier ». La conversation s'engagea naturellement autour du projet Morrison, un complexe de 40 logements abordables dans un quartier qu'Emma connaissait. « L'inauguration est le mois prochain », lui dit Jordan. « Vous et vos parents devriez venir. » Elle acquiesça avec joie. Emma me demanda si je travaillais toujours à temps partiel. « Jordan gère Garnier Hôtellerie au quotidien », expliquai-je. « Je ne viens que pour débattre, ce qui n'arrive jamais.
Jordan ajouta: Tu as bâti quelque chose de bien, papa. J'essaie juste de ne pas tout gâcher. Tu ne gâches rien, tu l'améliores, rectifiai-je. C'était vrai. En 6 mois, Jordan avait transformé Sterling Hôtellerie, devenue Garnier Hôtellerie, en une entreprise dont Suzanne aurait été fière. La culture avait radicalement changé. Salaires équitables, éthique, respect. Henry Tucker, l'ouvrier, était directeur des installations. Le conseil accueillait des gens intègres comme Brian Mitchell, Timothy Brooks et Roger Bennett. L'entreprise se concentrait sur la communauté, les logements abordables et les hôtels éthiques. Les 140 emplois avaient été non seulement sauvés, mais améliorés. Après le petit déjeuner, Emma et Jordan partirent se promener le long de la Loire. Je les regardais partir. De retour à la cuisine, mes yeux se posèrent sur la photo de Suzanne. « Nous y sommes arrivés, ma chérie, » murmurai-je. « Nous l'avons récupérée. » Je pensais à Victor Hartley. Il avait tout perdu. L'entreprise d'abord. Son divorce avec Hélène Lannard l'avait dépouillé du reste. L'enquête criminelle sur la mort d'Angela Cross, alimentée par les preuves de Daniel, avait détruit sa réputation à Nantes. Malgré ses tentatives légales, les preuves étaient accablantes. Caroline avait divorcé de Jordan 3 mois auparavant. Son contrat de mariage l'avait limité à une somme modeste, et elle avait déménagé à Seattle, où le nom Hartley étant entaché, les choses ne s'amélioraient pas pour elle. L'officier Raymond Kemp avait été renvoyé de la police de Nantes, son procès pour corruption imminent, suite à l'enquête de Gregory. Malcolm Pierce avait fui Nantes pour l'Arizona, travaillant sous un autre nom, ce qui me laissait un sentiment de déception. Daniel Cross, quant à lui, venait parfois nous consulter, ayant trouvé la paix. Il avait changé son nom de famille de Hartley à Cross pour honorer sa mère, sachant que Victor subissait enfin les conséquences. J'avais failli tout perdre. Ma maison, mes 42 ans d'économie. 2 millions d'euros, ma retraite entière, avaient servi à racheter Sterling Hôtellerie et à sauver mon fils. 9 jours d'humiliation et de torture psychologique pour Jordan, tandis que j'orchestrais tout en coulisses, avaient été nécessaires pour agir. Cela en valait-il la peine? Je regardais Suzanne. En pensant à Jordan, à Garnier Hôtellerie, aux familles logées, à Henry Tucker promu, aux 140 employés qui avaient retrouvé emploi et dignité, la réponse était un oui retentissant. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Restaurer la dignité, la confiance et l'avenir volés par Victor. C'était la preuve qu'une stratégie patiente et une volonté inébranlable pouvaient vaincre la cruauté, même au prix de tout. La porte s'ouvrit sur Jordan et Emma, riant. Jordan lui servit du café. « Emma veut savoir si nous avons besoin de bénévoles pour l'inauguration de Morrison, » dit Jordan. « Toujours, » répondis-je. Emma ajouta: « Je connais des familles qui auraient vraiment besoin de ces appartements. Y a-t-il un processus de candidature ?»« Parlez-en à Jordan, » dis-je. Il gère la sélection des locataires et privilégie ceux qui ont réellement besoin de logements abordables. C'est vraiment différent de la plupart des promoteurs, nota Emma. Nous ne sommes pas comme la plupart des promoteurs, dit Jordan doucement. Plus maintenant. Après leur départ, mon téléphone vibra. Gregory m'informa que le procès de Kemp commencerait le mois prochain et qu'on attendait mon témoignage, ce que je confirmais. Daniel m'envoya ensuite un message pour la réunion du conseil d'administration de mardi, me demandant de revoir une proposition de projet. Je lui dis de passer lundi après-midi. Je m'approchais de la fenêtre, contemplant la rue. Le Jordan tendu et épuisé qui s'y garait autrefois avait disparu. Jordan est redevenu l'homme qu'il a toujours été, libéré de Victor et Caroline. J'avais bâti ma sécurité financière en 42 ans, mais y avais renoncé en 9 jours pour le sauver. Certains me croiraient fou de recommencer à 67 ans avec si peu, mais ils auraient tort. J'ai tout ce qui compte, mon fils, le vrai Jordan, entier, une entreprise aux principes dignes de Suzanne. 140 familles ont gardé leur emploi. J'ai nos petits déjeuners du dimanche, et peut-être une belle-fille qui le respecte. J'ai obtenu justice, pas vengeance. Victor Hartley est poursuivi pour ses actes envers Angela Cross. La justice s'en chargera sans mon intervention. Je pris la photo de Suzanne. 23 ans après sa mort, sa voix me guidait. « Protège notre garçon, quoi qu'il en coûte. » Je lui murmurai que je l'avais fait et que je le referais.
La cuisine était paisible. Nantes s'éveillait dehors. En moi, je ressentais une paix retrouvée, celle d'avoir traversé l'épreuve sans perdre mon intégrité, et d'avoir tout sacrifié pour me sentir plus riche que jamais. Mon téléphone vibra. Jordan me remercia pour le petit déjeuner, ajoutant qu'Emma m'avait apprécié. Je lui conseillais de ne pas la laisser partir. Sa réponse fut immédiate. Pas question. Je balayais la cuisine du regard. Témoin des rires de Suzanne, de l'enfance de Jordan, des jours sombres et de l'appel qui avait brisé mon fils, elle incarnait désormais un nouveau départ. Les petits déjeuners du dimanche n'étaient plus une habitude, mais la célébration d'une victoire. Non seulement sur Victor, mais sur l'idée que le pouvoir et l'argent l'emportent toujours, muselant les honnêtes gens et rendant impossible de défier un système corrompu. Nous avions prouvé le contraire par la patience, la stratégie, l'épreuve et le sacrifice. Je pensais à tous ceux, comme Jordan, manipulés par leur propre Victor Hartley. Il y a toujours un choix. La dignité ne se prend pas, elle se rend, et elle peut toujours être récupérée. Je rangeai ma tasse. Devant la photo de Suzanne, je lui dis que nous avions élevé un homme bien, capable de vivre pleinement. Le soleil montait. Demain, j'examinerai la proposition de Daniel. Mardi, j'assisterai à la réunion. Le mois prochain, je verrai des familles recevoir les clés de logements abordables. Mais aujourd'hui, je resterai dans cette cuisine, reconnaissant. J'embrassai la photo de Suzanne, murmurant que nous avions bien agi. Dehors, Nantes poursuivait son dimanche ordinaire. Dedans, je savourais mes souvenirs et ma paix chèrement acquise. L'histoire, commencée ici avec un petit déjeuner et un appel terrible, avait bouclé la boucle. Le petit déjeuner n'avait jamais eu meilleur goût. À vous qui écoutez mon histoire, rappelez-vous, je ne suis pas un héros, juste un père qui a refusé de voir son fils détruit. L'amour exige parfois tout ce que l'on possède. Économie, sécurité, retraite. Mais il m'a aussi appris une leçon profonde. Au début, j'ai voulu me venger de Victor Hartley. Suzanne m'avait enseigné que le Seigneur agit par la patience, pas par la rage. Elle avait raison. Cette histoire n'est pas une vengeance violente, mais une justice stratégique, démantelant le mal par l'épreuve et l'intégrité. N'attendez pas que vos proches soient brisés pour agir. Si vous voyez une injustice, parlez-en avant que les dégâts ne soient trop profonds. Mais n'abandonnez jamais ceux que vous aimez. N'acceptez jamais que le pouvoir et l'argent gagnent toujours. Cette histoire prouve que des gens ordinaires peuvent s'opposer à la corruption s'ils sont prêts à en payer le prix. Ma vengeance de père fut restauration. La dignité de Jordan, la mémoire d'Angela Cross, la justice pour tous ceux que Victor avait écrasés. Ce n'était pas seulement pour Jordan. Il s'agissait de montrer à Jordan, et peut-être à vous, que l'intégrité, la patience et la stratégie peuvent vaincre la cruauté. Une personne armée de vérité, prête à tout sacrifier, peut changer le cours des choses. Le referai-je sans hésiter? Oui, car la famille, la dignité, la justice valent plus que n'importe quelle retraite. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire. Ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.